Invité, je vais partager ma vidéo. Alors, il y a un petit écho, peut-être si vous pouvez couper, je ne sais pas quoi, ça sera bien. Est-ce que vous voyez mes diapositives? Est-ce que vous voyez mes diapositives? Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si vous les voyez. Là, je ne vous entends plus. Vous avez coupé votre micro complètement. Il faut juste me dire si ça fonctionne, s'il vous plaît. C'est parfait pour nous. C'est parfait. Et vous voyez les diapos. D'accord. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Si ça ne va pas, vous me dites bien. Donc, je vais me consacrer pendant quelques instants à la sensibilisation et à la formation à la réhabilitation psychosociale. Bon, depuis une vingtaine d'années, beaucoup de choses ont été faites en France, mais force est de constater que la réhabilitation ne profite pas à toutes les personnes qui en ont besoin, qu'il y a un retard d'accès. Alors, Limoges est plutôt une des villes les mieux avancées de ce point de vue, mais néanmoins, je pense qu'il y a encore des choses à faire pour que toutes les personnes aient vraiment accès. Et dans d'autres villes, c'est très faible. Et si on prend les données nationales qu'on a vues à la journée du réseau, qu'on a revues à la journée de la FRC récemment à Ajaccio, on se rend compte que les personnes qui accèdent aux structures de réhabilitation psychosociale ont une maladie bien trop évoluée. Elles y vont à l'âge de 35 ans, 12 ans de maladie, 5 mois d'hospitalisation en moyenne. Ça, c'est des données sur 6 800 personnes. Donc on voit que ça n'est pas satisfaisant. Et la solution qui est proposée, c'est de transformer plus largement le système pour que la réhabilitation psychosociale soit partout. La question, c'est comment faire, et je vais vous parler de quelques défis et des quelques leviers à employer, et après, je vous propose qu'on puisse en discuter. Alors, premier défi, bah, vous vous en doutez, on en a déjà parlé, prendre en compte tous les déterminants de la santé mentale et ne pas se fixer seulement sur la réduction des symptômes pour obtenir l'absence de souffrance mentale. Vous voyez sur cette diapositive, l'absence de souffrance mentale, c'est une dimension parmi 7. Alors vous êtes sensibilisé en psychiatrie à la consommation de toxiques, puisqu'on voit à chaque instant, et moi c'était le cas dans mon bureau, là, je suis dans un bureau de consultation, des personnes qui aggravent leurs symptômes avec les toxiques, qui aggravent leur souffrance et qui se désinsèrent, c'est certain. Mais il n'y a pas que ça, et quand on aborde frontalement la question des toxiques, on n'aboutit jamais à un résultat satisfaisant. Donc l'idée, c'est de prendre les choses positivement en s'intéressant à la vie des personnes. Est-ce que leur vie est assez riche d'un point de vue social? Est-ce qu'ils ont accès à la nature? Est-ce qu'ils dorment bien? Est-ce qu'ils mangent bien? Est-ce qu'ils se sentent utiles? Est-ce que leur vie intime est épanouie? Est-ce qu'ils ont un travail, un logement? Enfin, toutes ces dimensions-là. C'est le cœur de la réhabilitation psychosociale. Mais là, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut le présenter comme ça pour que toutes les équipes et tous les professionnels de psychiatrie s'y intéressent et se consacrent vraiment à l'ensemble des dimensions de la vie de leurs patients. Donc, deuxième déterminant, ça vous le connaissez bien, parce que c'est le schéma classique, prioriser le rétablissement personnel et ne pas se focaliser sur le rétablissement clinique. Ça revient un petit peu à ce que je disais avant. Et ça veut dire que le rétablissement personnel, on va essayer de le favoriser, pas seulement en diminuant les symptômes, mais aussi en permettant aux personnes d'affronter leur quotidien et de réussir leur projet. Ça, c'est ce qu'on appelle rétablissement fonctionnel, c'est la cible de la réhabilitation psychosociale. Et finalement, ça recouvre un petit peu la question des dimensions de la santé mentale qu'on vient d'aborder dans la diapo précédente. Là, je suis en train de vous donner des outils pour que si vous êtes en réhabilitation psychosociale, vous puissiez convaincre vos collègues de faire comme ça. C'est en fait en s'intéressant à la vie des personnes dans son ensemble qu'on peut vraiment avoir un levier efficace sur eux. Le fait de se consacrer uniquement à la psychiatrie traditionnelle, la réduction des symptômes, la réduction de la partie morbide ne suffit pas, et on sait très bien qu'on bute sur les mêmes écueils, qu'on tourne en rond, et qu'en plus on ne convainc pas les gens de s'engager à fond dans leur traitement de cette manière-là. Un troisième défi, c'est adapter l'offre de soins. L'offre de soins, elle doit être lisible et accessible pour que les gens y accèdent le plus tôt possible et non pas après des années de maladie. Et effectivement, le manque de lisibilité de notre dispositif, le manque de porte d'entrée ne facilite pas cet accès. Donc ce que je propose, c'est de créer des plateformes territoriales d'accès aux dispositifs de santé mentale et de psychiatrie sur tous les territoires français. Il s'agirait, et il s'agit, parce que ça existe déjà à plusieurs endroits, d'un dispositif bien identifié, qui répond au téléphone, qui prend toutes les demandes et qui les réoriente sur tous les dispositifs, toutes les structures, tous les professionnels du territoire de santé. Donc c'est ce qu'on appelle à Lyon le centre d'accueil, d'évaluation et d'orientation.
Le premier a été créé ici même au pôle Centre-Rive Gauche où je suis en 2020, juin 2020, pardon. Il était dupliqué sur les autres secteurs du Vinatier. Il était dupliqué également en 2023 à Ajaccio, en Corse. Ça permet de réduire le délai d'accès à la psychiatrie de quelques mois à quelques jours ou quelques semaines au grand maximum, et ça permet surtout de centraliser toutes les demandes, de n'en refuser aucune et d'orienter toutes les personnes, donc de les éclairer sur leurs besoins et sur leur diagnostic. Donc c'est vraiment un progrès considérable et tout le monde s'en montre satisfait. J'étais récemment dans la structure d'Ajaccio, le délai avait été réduit comme partout et la satisfaction augmentait parce qu'au lieu d'attendre 6 mois un rendez-vous en CMP pour s'entendre dire que finalement on ne relève pas des critères du CMP, là on a immédiatement une réorientation sur un psychiatre privé si c'est ça qui est le plus pertinent. La personnalisation des soins, c'est vraiment construire les soins en fonction des besoins propres des personnes pour favoriser son rétablissement personnel, de telle sorte que les outils thérapeutiques qu'on emploie soient vraiment en lien avec sa gestion de la vie quotidienne et avec ses projets de vie. Supprimer les pratiques traumatisantes, ça veut dire limiter au maximum la contrainte. Si l'accès se fait plus tôt et que les personnes sont engagées volontairement dans le soin, parce que les soins sont personnalisés, se rapportent à leur vie, on a moins besoin de soins sous contrainte. Il y en a toujours un petit peu besoin, mais on peut aussi éviter les pires situations en prenant en compte les difficultés le plus tôt possible. Et donc ça, le KDO, avec un accès aux soins plus précoce et les alternatives à l'hospitalisation avec les équipes mobiles, permettent aussi de limiter le nombre de contraintes, que ce soit administratives ou physiques, avec les portes fermées et les liens. Et ensuite, pour limiter ça, il faut aussi engager les équipes dans ce mouvement-là. Une manière de faire, c'est, on le verra sur une des diapos d'après, de pratiquer un débriefing post-isolement et de partager ça avec les équipes. Et ça, on sait que ça marche, ça réduit l'isolement d'année en année parce que les équipes ne se sentent pas d'utiliser de telles pratiques. Le savoir expérientiel, on va en reparler, c'est la paire aidance parce qu'il faut incarner le rétablissement et renforcer les capacités des personnes. Je ne vais pas y revenir puisque vous êtes un colloque de réhabilitation psychosociale, vous savez ce que c'est. En tout cas, l'idée, c'est de mettre ça au cœur de tous les soins. Donc globalement, si on facilite l'accès aux soins, qu'on utilise des soins ayant fait la preuve de leur efficacité, qu'on est dans des soins à durée limitée, qui ont un objectif en lien avec la vie des personnes, on va les motiver, on va leur permettre de s'engager activement dans leurs soins. C'est vraiment quelque chose de tout à fait motivationnel et de beaucoup plus efficace que des soins centrés sur les symptômes. Donc ce qu'on propose, c'est un parcours de soins bien formalisé, avec un accès aux soins de réhabilitation psychosociale qui se fasse sur la base de l'autodétermination. Dans la mesure du possible, on ne souhaite pas qu'il y ait un accès avec un courrier médical, des dossiers à remplir, etc., etc. Ça, on va le faire seulement dans les cas où il y a une pénurie médicale, où on ne peut pas faire autrement. Mais globalement, il est toujours moyen de permettre un accès qui soit déterminé par les personnes. C'est en général, la personne souhaite un parcours de réhabilitation psychosociale, c'est-à-dire elle souhaite mieux connaître ses capacités, mieux connaître ses limitations, renforcer ses capacités, diminuer l'impact de ses limitations, aller vers l'insertion sociale, vers l'inclusion, l'insertion professionnelle. Il faut le lui permettre. Il n'y a aucune raison de mettre des freins et de mettre des procédures qui limitent ça. Ça, on y travaille beaucoup dans le groupe Réhab pour tous, dont je vous parlerai après, et il faut vraiment libérer l'accès à ces soins de réhabilitation psychosociale. Donc globalement, toutes ces pratiques, elles sont favorables à l'autodétermination. Elles vont évidemment permettre de prévenir la chronicité, parce qu'on va s'appuyer sur le potentiel et les ressources des personnes plutôt que de pointer ses dysfonctionnements. On ne va pas la définir par sa maladie, mais la définir par ses possibilités. Donc ça s'appelle réduire l'autostigmatisation. C'est extrêmement important. Et tout ça, on le fait avec des outils de soins qui ont fait la preuve de leur efficacité. Et on utilise des outils de soins pour permettre aux personnes de réussir des projets concrets. Donc je vous dis encore une fois, c'est très motivant. Ce sont des outils motivationnels. Alors tout ça, on va le faire en s'appuyant sur des valeurs communes. Donc les valeurs communes, c'est la valeur donc, du rétablissement. Et la valeur du rétablissement, ça veut dire qu'on veut permettre à la personne de se reconstruire en tant qu'individu, en tant que citoyen, qu'on ne va pas être sur une définition normative de ce qu'est son rétablissement, mais qu'on va lui permettre de définir elle-même, à cette personne, les critères de son rétablissement. Donc on ne va pas se focaliser sur la disparition des symptômes, on va plutôt être sur ce qui lui convient à elle. Là, on n'est pas obnubilé par les symptômes, mais on peut tolérer à un grand niveau, un degré élevé de symptômes s'il n'y a pas de dangerosité pour la personne ou pour son environnement. Donc encore une fois, c'est la personne concernée qui se sent rétablie, et nous ne pouvons pas de manière normative décréter que cette personne est rétablie ou décréter qu'elle n'est pas rétablie.
Si on fait ça, ça change beaucoup de choses. Ça change la nature des soins, ça change la relation médecin-patient, ça change la place qu'on accorde aux usagers dans tous les dispositifs, ça change leur représentation et ça change l'organisation des soins. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment, on accepte vraiment de laisser une partie de notre pouvoir décisionnel. On va le partager non seulement avec les personnes concernées et les paramédicaux, mais qu'on va vraiment réorganiser notre offre de soins en fonction de valeurs complètement différentes. Pour que ça fonctionne, il faut au cœur des pères aidants, parce que ce sont eux qui incarnent leur établissement. Vous savez qu'il y a un DU qui a ouvert à Limoges et qui fonctionne bien, donc n'hésitez pas à y penser pour des personnes qui pourraient être intéressées, enfin de leur signaler, parce que c'est évidemment à elles de décider d'y aller. Et ça n'est en aucun cas une prescription d'un psychiatre, parce qu'on le voit encore trop souvent, vous devriez faire père aidant. Non, on signale que la père aidance existe, et les personnes qui sont capables peuvent se candidater, éventuellement se former, si elles sont sélectionnées. Donc, comment faire tout ça? Comment transformer tout ça? En général, c'est en s'appuyant sur les professionnels les plus engagés dès le départ, et puis en contaminant les autres autour d'eux. Et pour ça, vous allez voir qu'on va beaucoup s'appuyer sur des formations, avec une offre de formation en e-learning qui nous facilite la tâche. Donc, c'est très important de fonctionner en multidisciplinaire, et au cœur de ce multidisciplinaire, il y a la place centrale des pères aidants. C'est pour ça que je les ai mis en rouge, parce qu'en fait, les troubles mentaux sont compliqués, sont complexes. Il y a plein de dimensions qu'il faut pouvoir aborder, et chacune de ces professions a une petite partie de la solution à proposer. Et seuls les pères aidants ont des connaissances expérientielles sur leur établissement. Donc on est vraiment obligé de les mettre au cœur de tous les dispositifs. On ne peut pas se passer d'eux. Donc on ne fait plus de psychoéducation sans père aidant pour concevoir la psychoéducation, pour dispenser la psychoéducation. Mais pareil pour plein d'autres choses. Les directives anticipées en psychiatrie, elles sont bien meilleures quand c'est un père aidant qui les accompagne. C'est ce qui a été publié dans le JAMA Psychiatrie il y a quelques années. Donc les formations en ligne, en voici une qui peut être employée très largement. Je vous cite simplement l'exemple du centre hospitalier de Clermont-de-Loise. Quand un recrutement est fait dans le pôle de réhabilitation psychosociale, la chef de pôle exige que tous les 8 modules-là aient été validés par la personne qui candidate. Donc, vous voyez, c'est employé comme ça dans d'autres hôpitaux, c'est pas moi qui l'ai suggéré. Moi, je propose plutôt de l'utiliser comme formation continue, mais je vous dis, d'autres l'utilisent comme un préalable à n'importe quel recrutement. Donc, n'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à le promouvoir. C'est une formation qui a été faite sur la base du réseau national, avec plein d'intervenants différents. Et nous avons conçu une trentaine, 35, un peu moins de 40 vidéos, je ne sais plus le nombre exact, regroupées en 8 modules, chacun de ces modules pouvant être validé par des QCM. Donc c'est pour ça qu'on peut l'utiliser pour le recrutement et la formation continue. Ça peut être simplement mis au plan de formation d'un établissement parce qu'il a cette validation par des QCM. Et il y a plusieurs parcours différents avec plus ou moins des modules, un nombre de modules plus ou moins important, vous voyez, 5, 7 ou 8 modules selon le parcours que vous choisissez. Donc n'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à le promouvoir. Et pour ceux qui n'ont pas le courage de valider par des QCM cet e-learning, toutes les vidéos qu'il compose sont aussi disponibles sur le site du Centre ressources de réhabilitation psychosociale. Et oui, puis l'accès à cet e-learning est gratuit. Donc, bon, c'est de qualité et d'accès complètement libre. Donc, n'hésitez pas à le promouvoir. Alors, les questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'une institution qui est dans les bonnes pratiques? Qu'est-ce qu'un professionnel qui est dans les bonnes pratiques? Etc., etc. Donc, commençons par nous poser les questions du côté de l'institution. Je travaille dans un secteur de psychiatrie générale, je travaille dans une structure médico-sociale, etc. Est-ce qu'elle est orientée vers le rétablissement? Comment le savoir? Alors, il y a des outils de soins, enfin des outils psychométriques, pardon, qui permettent de le mesurer. Mais avant même d'en passer à ces outils psychométriques, vous pouvez simplement vous poser les questions dont les réponses figurent sur cette diapositive. Est-ce que c'est le potentiel des usagers qui est pris en compte au cœur des actions thérapeutiques ou des actions d'accompagnement? Est-ce qu'on respecte son autodétermination? Est-ce que toutes les prises en charge sont individualisées? Est-ce que tous les intervenants sont formés et engagés? Est-ce qu'on met bien l'accent sur les forces plutôt que sur les limitations des bénéficiaires? Est-ce qu'on donne la priorité aux interventions précoces? Est-ce qu'on met à profit toutes les ressources de l'environnement? Est-ce que toutes les prises en charge, finalement, sont adaptées aux besoins des personnes? Donc, posez-vous ces questions-là, voyez si les réponses sont satisfaisantes, et sinon, ça veut dire qu'il faut changer quelque chose dans le fonctionnement de l'institution en question. Après, soyons plus directs, posez-vous des questions sur vous-même. C'est la même chose, mais adaptée à vous. Est-ce que vous prenez bien en compte les besoins et les demandes de vos usagers? Est-ce que vous vous êtes approprié des outils thérapeutiques
qui renforcent leur potentiel. Ça, ce sont les outils de soins de la réhabilitation psychosociale. Est-ce que vous êtes capable de mettre en œuvre de la psychoéducation, de l'entraînement des compétences cognitives, de faire du job coaching, de faire du case management, enfin, tout ce qui est utile à la réhabilitation psychosociale? Est-ce que vous êtes ouvert aux pères aidants? Est-ce que vous savez travailler avec eux? Est-ce que vous savez les solliciter? Est-ce que vous savez qui ils sont, où ils sont? Oui ou non? Est-ce que vous savez enfin mettre en évidence le potentiel des usagers que vous accompagnez? Est-ce que vous ne les jugez pas? Est-ce que vous êtes à leur écoute? Est-ce que vous ne les réduisez pas à leurs troubles? Est-ce que vous osez croire en leurs projets? Et puis je rajouterais, est-ce que vous prenez des risques? La réhabilitation psychosociale, c'est prendre des risques. Quand on ne prend pas de risques, on stérilise tout. C'est sûr qu'il n'y a pas de danger, mais il n'y a pas de vie pour les personnes dont on s'occupe. C'est pas ça qu'on veut. Brice Martin et Fabrice Dolan me posaient des questions par email il y a quelques jours. Est-ce que dans ton pôle, il y a des unités fermées? Ben non, il n'y en a pas. Il n'y a aucune unité fermée, même pour les SPDRE, les SPDT, tout ce que vous voulez, c'est ouvert. Donc on accepte le risque des soustractions aux soins. On en a des centaines par an, et dans toute la France, et ben on envoie nos infirmiers les chercher. Mais on ne va pas fermer les portes à cause de ça. Une prise de risque, c'est ça. Et ça, c'est au niveau global, mais c'est pareil au niveau individuel. Les sorties se font tôt, les alternatives à l'hospitalisation, on les fait, même si les personnes sont en crise. Parce que si on ne fait pas ça, ben encore une fois, on stérilise tout. Donc posez-vous les questions, est-ce que c'est comme ça autour de moi? Et si ce n'est pas comme ça, favorisez le changement, allez-y, osez. Alors après, il y a la question des centres de réhabilitation psychosociale, dont le C2RL, qui organise la journée d'aujourd'hui, qui fait partie d'un réseau d'environ 130 centres support ou de proximité. Vous avez la carte qui est incomplète parce qu'il manque une ou deux structures, mais c'est pas grave. Ça vous montre quand même qu'il y a un grand nombre de centres, en particulier les endroits les plus concentrés en Île-de-France et autour de Lyon, parce qu'on a créé beaucoup de structures. Mais globalement, il y en a quand même partout, en métropole et outre-mer. Donc une couverture territoriale satisfaisante qui répond aux critères de l'instruction des VOS du 16 janvier 2019. On est content, les soins sont de qualité, mais ils ne sont pas assez nombreux. Parce que la capacité de tous ces centres, c'est peut-être 1% de ce qu'il faut pour tous ceux qui en ont besoin sur toute la France. Le besoin des millions de personnes, l'offre des dizaines de milliers de places. Donc, capacité insuffisante. La seule solution, c'est de transformer le secteur de psychiatrie générale et de mettre la réhabilitation psychosociale partout. C'est pour ça que nous avons créé ce mouvement Réhab pour tous, auquel vous pouvez encore adhérer, même s'il a déjà commencé. Au départ, l'idée était de Nicolas Rintaud, favoriser l'accès au centre de réhabilitation psychosociale en simplifiant les procédures d'entrée, par exemple en enlevant ce courrier médical obligatoire ou ce passage par un entretien médical obligatoire. Bah oui, il a raison, évidemment, on ne peut pas le faire toutes les fois parce qu'on manque de psychiatres, il y a des structures de réhab où il n'y a pas de psychiatre. Il faut quand même voir les patients et il y a des manières de faire ça. Par exemple, au SUR, là où je vais demain, il va y avoir une période sans psychiatre. Et ben, on va mettre en place un accès direct. Et d'autres psychiatres extérieurs assumeront la responsabilité médicale. Et s'il n'y en a pas d'autres, je le ferai moi-même. Mais en tout cas, on ne va pas bloquer l'accès aux soins de réhabilitation psychosociale parce qu'il n'y a pas de psychiatre pendant quelque temps. En fait, ils ont un rôle qui n'est pas forcément indispensable à chaque instant. Ils ont un rôle surtout de supervision, d'organisation, mais les paramédicaux et les psychologues se débrouillent très bien sans nous. Donc voilà, Nicolas a proposé ce groupe, accès au centre de réhab. Moi, je lui ai dit, l'accès au centre de réhab, c'est très bien, mais on va couvrir 1% des besoins. De toute façon, même s'ils font des soins de bonne qualité et qu'on met un tout petit peu plus de monde, au lieu d'être à 0,9%, on passera à 1,1. Au lieu d'être à 1, on passera à 1,2. Donc ça ne répond pas vraiment aux besoins. Donc faisons plutôt quelque chose de plus large sur l'accès à la réhabilitation psychosociale en France. Donc dedans, on a mis le groupe sur l'accès au centre de réhabilitation psychosociale. Ensuite, il y a la transformation du secteur. Ensuite, il y a l'auto-soin. Et ensuite, il y a la culture de réhabilitation psychosociale de la population générale. Donc il y a 4 sous-groupes, et vous pouvez participer à l'un de ces 4 sous-groupes si vous voulez. Donc je ne sais pas comment il faut faire, parce que ça a déjà commencé pour se rajouter. Allez sur les questionnaires, répondez, et s'il n'y a personne qui vous répond, vous m'écrivez, je ferai suivre à Cécile Cornibert et à ceux qui organisent, qui ont les fichiers, puis on vous rajoutera dedans, on vous donnera les dates. Donc n'hésitez pas à venir, vous êtes les bienvenus. Donc globalement, il faut transformer l'organisation et les pratiques des secteurs de psychiatrie générale. C'est pour ça que je conclus là-dessus avec un meilleur accès, c'est les KDO, des alternatives à l'hospitalisation, c'est des équipes mobiles en nombre suffisant. Il ne faut pas faire du case management de transition, il faut faire quelque chose qui soit vraiment de l'alternative à l'hospitalisation, avec la gestion de la crise complète à l'extérieur. Co-construire le projet d'unité avec les usagers, c'est très bien, on devrait le faire pour tout. C'est aussi très important d'avoir la réhabilitation au cœur de toutes les pratiques. Ça veut dire que chaque programme de soins soit en lien avec le programme de vie de la personne. Ça veut dire le PSI, plan de suivi individualisé pour tous les patients sur un secteur de psychiatrie générale. Ça en fait beaucoup à faire. Ça veut dire qu'il faut former tous les infirmiers, tous les ergots
etc., etc. Après, nouvelle ligne de soins, c'est pour monter les compétences du secteur, par exemple dans les CMP. Nous, on a créé des lignes de soins, troubles du neurodéveloppement, addictologie, borderline et quelques autres encore. Et avec ça, ben, on a une meilleure qualité des soins et plus d'intérêt pour les praticiens hospitaliers. Ça permet aussi d'améliorer l'attractivité. Et puis évidemment, l'état mental à risque, agir le plus tôt possible, c'est aussi l'intérêt du KDO. Et puis n'hésitez pas à regarder le site du Centre ressources de réhabilitation psychosociale qui comporte des milliers de pages. Bientôt un MOOC qui va venir compléter l'e-learning, qui sera plus didactique, qui sera pour tout public. Et puis il y a tout un tas de livres que vous connaissez déjà qui sont affichés là. Voilà, merci de votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Un grand merci, professeur Franck, pour cet exposé qui nous donne finalement le mode d'emploi pour que la réhab soit partout et qui nous éclaire. Parce que je pense que c'est indispensable en ce moment. Je pense qu'il y aura pas mal de questions dans la salle. Il n'y a pas de questions dans la salle. Allez-y, profitez-en. Non. Bah, ils savent déjà tout, alors c'est bien. Ouais, vous avez été très clair. Moi, j'aurais peut-être juste une petite question naïve, mais pensez-vous que la réhab ne se met pas en place suffisamment vite par méconnaissance des outils existants, ou alors parce que peut-être il existe peut-être trop d'outils et les professionnels n'osent pas s'en emparer? Non, non, je ne pense pas que ce soit une question d'outils, hein. Je pense que c'est une question d'inertie. On est sur de l'existant qui est de nature différente, on est sur un modèle hospitalo-centré parce que c'est beaucoup plus simple, parce que la société est comme ça, la préfecture nous utilise comme lieu d'enfermement, c'est bien pratique pour tout le monde. Et donc c'est plus facile de continuer à faire ça. Et après, c'est pas tellement une question d'outils, c'est plus une question de changement global de perspective du secteur de psychiatrie générale. Et ça, il faut le décider tous ensemble. Un soignant tout seul ne peut pas le décider, c'est sûr. Donc comme il faut un mouvement groupal, si ce n'est pas porté globalement par l'institution, ça ne va pas se produire. Donc il faut que le chef de pôle pousse à la transformation, le directeur de l'établissement, l'ARS, enfin, il faut tout le monde, tous les indicateurs au vert, quoi. Sinon, ben oui, effectivement, il peut y avoir quelques outils qui sont mis par-ci par-là, mais ça ne suffit pas. On reste hospitalo-centré, on continue à utiliser la contrainte et on ne va pas être orienté rétablissement. Pour être orienté rétablissement, il faut tout changer. Et donc, c'est lourd à faire. Et il faut aussi vraiment se centrer sur les critères définis par la personne elle-même, quoi. Les critères du rétablissement, c'est la personne qui les définit. C'est très différent d'une approche médicale traditionnelle. Donc, c'est vrai que ce changement qui est un peu global, il faut décider de le faire tous ensemble. Ça veut dire toute une équipe et le responsable et tout ça. Et c'est parce que les conditions qui permettent de le faire bien ne sont pas souvent réunies. Et c'est vrai que très souvent, bah, on dit on va mettre un outil en place, mais ça patine un petit peu. Il faut des années pour installer le programme de remédiation au CATTP, parce qu'il n'y a pas l'autorisation du service informatique, etc. Après, on l'emploie comme ça de manière un peu anecdotique. Donc pour les patients, ça ne change rien, parce qu'en fait, ils ne vont pas renforcer leurs capacités, très peu. Ils vont accéder trop tard, ça ne changera presque rien, quoi. En fait, il faut tout changer pour que ça modifie vraiment, que ça bouleverse le parcours dès le début. Quand le jeune a 10 ans, 20 ans. Si on attend qu'il ait 10 ans de maladie, 15 ans de maladie, 35 ans, c'est un petit peu trop tard. On va l'aider un petit peu, mais à la marge. C'est pour ça que ça ne change pas. Parce qu'il y a une grosse inertie qui est due aux choses qui sont en place, qui sont confortables pour tout le monde, et ou en tout cas, les gens sont suffisamment épuisés et suffisamment découragés pour pas avoir l'énergie pour tout changer. Donc voilà, c'est le décideur qui s'attache en premier. Le terreau et les outils sont là, il faut vraiment s'en servir. Alors, courage de le faire. Une question peut-être dans le public. Moi, j'aurais une petite question par rapport au TND, puisqu'on a de plus en plus d'orientation dans nos centres de réhab, et on voit des limites et des difficultés dans les évaluations et les accompagnements par rapport à certains outils qu'on utilise. Quelle ouverture vous avez par rapport à cette population? Oui, ben on l'a remarqué très vite parce que si vous voulez, vous vous souvenez que dans les cahiers des charges des centres de réhab, quand on les a fait avec l'ARS au début des années 2010, il y a une quinzaine d'années, on avait mis schizophrénie, vous vous rappelez, trouble bipolaire, borderline sévère et TSA sans déficience. Donc on a pensé que globalement ça allait être facile
parce que les besoins, au fond, ils sont un petit peu les mêmes. C'est juste bon, la manière dont les personnes se comportent et interagissent qui est très différente. Ça, on le savait, mais on pensait qu'ils s'intégreraient facilement. Après, au bout de quelques années, on a vu qu'il y en avait quelques-uns, que ça se passait pas très bien, que ça leur plaisait pas, qu'ils n'étaient pas bien dans les groupes. Ils réclamaient des soins spécifiques pour TSA, c'est surtout les TSA, hein. TDAH, c'est apparu un petit peu après. Donc, on a commencé à se dire, enfin, moi, je me suis dit, bah, il faut créer, il faut renforcer les compétences, hein, faire un petit peu des formations, tout ça. Ça suffisait toujours pas, les équipes des centres de réhab étaient toujours pas à l'aise. Donc, moi, je me suis dit, on va créer une offre spécifique. Donc, c'est un centre de réhab petit, accolé au gros centre de réhab, au centre référent en particulier, et spécifique pour les TND avec psychiatre, infirmier, job coach, père aidant, vraiment bien formé là-dessus et qui va faire que ça ou pratiquement que ça. Donc c'est comme ça que j'ai créé TS2A à Lyon. Donc TS2A, c'est un peu comme le SUR, mais à côté, en plus petit, et ça fait la même chose, mais qu'avec des TSA. Et effectivement, bah avec ça, ça a permis de faire monter en compétences des professionnels. Ça a amélioré un petit peu les choses sur le centre de réhab, mais c'est pas très satisfaisant parce qu'en fait, ils se défaussent sur ceux d'à côté. Ça, c'est pas bien. Par contre, pour le secteur, ça a mieux marché parce qu'en fait, le secteur est en appui et on a pu former des tas d'internes avec ça et recruter des praticiens hospitaliers qui ont créé la ligne TSA, TND au cœur du CMP, où je suis. Là, je suis dans le KDO, il y a le CMP à côté, au-dessus. Et dans ce CMP, il y a une ligne TSA avec quelqu'un qui connaît très bien les TSA. Il y a une infirmière aussi qui connaît très bien les CSA. Il y a des internes qui sont déjà bien formés. Donc, on a finalement une filière et on n'a plus besoin d'envoyer les gens en réhab. En fait, on les prend directement ici pour le diagnostic et les soins de réhab au cœur du secteur de psychiatrie générale, ce qu'on veut. Donc ça a servi effectivement de ressources, de base, comme ça pour améliorer les choses. Et les soins les plus spécialisés, comme on le dit d'habitude, se font sur TS2A. Quand il y a besoin de trucs un peu spécifiques, d'accompagnement vers l'emploi, c'est sur TS2A, mais diagnostic et réhab de base, c'est ici. Donc c'est toujours le même discours pour moi et la même analyse, c'est il faut s'appuyer sur le secteur et transformer le secteur. Bon là c'est plus facile parce que c'est moi qui ai tout dans le même pôle. J'ai le centre de réhab régional, j'ai le centre national, j'ai TS2A qui est aussi régional, pas avec les mêmes départements, et un secteur de psychiatrie générale. Mais le fait d'avoir tout ça, ça me permet de vous dire que ça peut marcher. Si on transforme tout, ça peut marcher. Mais il faut tout transformer. Je crois qu'on a une autre question. Oui, bonjour. Pourquoi enfin, je suppose que vous discutez, vous dialoguez avec le ministre de la Santé. Et vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas le faire bouger à ce niveau-là. La transformation ne peut pas venir vraiment du haut. Oui, si, c'est ma demande, bien sûr. Mais il y a un ministre de la Santé qui est venu là en mars 2023, qui était François Braun. On avait beaucoup discuté. Il y avait des pères aidants qui étaient là. Le KDO, il voulait le diffuser. Mais vous avez vu combien de ministres de la Santé on a eu depuis? Moi, dès qu'il y a un nouveau ministre, j'envoie un petit peu des courriers pour dire il y a ça. La délégation relaye. Vous avez mis ça en place. Ah oui, mais il n'y a pas de politique de pas santé. réussi à. Oui, mais moi, je ne suis pas ministre. Les décisions soient prises à un niveau beaucoup plus élevé. Eh ben, on les fait remonter. Effectivement, si on attend que chaque hôpital change, ça peut durer longtemps. Mais si le gouvernement, si le ministère de la Santé s'y met, je pense que quand il veut, il fait bouger les choses. N'importe quel ministère. Hein. Vous avez raison. C'est pour prendre des lois à droite à gauche, ils savent. Après, si vous me permettez de répondre, comme je vous le disais, les ministres, on leur fait monter les informations chaque fois, via la délégation directement, mais ça ne change rien parce qu'il ne reste pas assez longtemps. Là, il y a grande cause nationale. Si vous pensez que ce que je propose est bien, écrivez au ministre, à Madame Dariussec, à la ministre, et puis vous lui dites que vous souhaitez ça. Parce que si c'est que moi qui écris, vous voyez bien que ça ne fait rien. Moi, on me demande de voir tous les hôpitaux un par un. Débrouille-toi sur le terrain. Écrivez à Franck Bellévier, écrivez à Madame Dariussec, aidez-moi. Moi, je demande que ça, de me mobiliser pour changer les choses. Mais là, je ne peux pas. Parce que je vous dis, les ministres, ils changent tout le temps et ils n'ont pas assez d'énergie à consacrer à ça. Moi, on m'a dit, Franck Bellivier, je l'ai appelé dès le changement dès la mise en place du dernier gouvernement, il m'a dit c'est dans les tuyaux le KDO. Mais c'est dans les tuyaux depuis 1 an et demi. Plus d'1 an et demi, mars 2023. Après, je lui ai écrit pour la maison de la santé mentale, je vous en parlerai si vous voulez, si ça vous intéresse. Voilà, mais les choses n'avancent pas parce qu'il y a une valse politique. Donc écrivez, plus il y a de gens qui demandent, et en plus c'est la grande cause nationale 2025, plus ça a des chances d'aboutir. Si vous pensez que c'est juste, écrivez, aidez-nous. C'est pour ça qu'on a fait Réhab pour tous, c'est pour avoir un mouvement populaire. Mais on fédère quelques centaines de personnes, ça ne fait pas grand-chose. Donc écrivez directement au ministère, dites ce que vous voulez, et citez ce qu'on fait si vous pensez que c'est bien. Nous, on est demandeurs.
En tout cas, merci pour votre remarque, vous avez raison. Il devrait y avoir une politique nationale, mais il n'y en a pas pour l'instant. Chacun fait comme il veut dans son coin. C'est Émilie, je passe le micro. On peut dire quand même que les choses se sont bien développées grâce au modèle du centre de ressources de Lyon depuis les quelques dernières années. Puis les ministres ne répondent pas non plus des psychiatres. Donc le problème, il faut qu'il soit pris aussi par différents endroits, à différents moments, et que ça soit une continuité. Ah oui. Et on n'a plus de chefs de pôle sous la main pour avoir un peu leur retour sur cette présentation. On a des cas dessus. Ah. Est-ce qu'il faut une remarque? Ah oui. Et si chef de pôle? Merci Émilie. Oui, docteur Ionescu, chef de pôle à Angoulême, l'hôpital de psychiatrie d'Angoulême. J'ai beaucoup aimé le fait que vous avez mis l'accent sur la prise de risque, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que ça ne dépend pas que du ministre de la Santé. Nous, par exemple, quand on veut prendre des risques par rapport à nos patients, les soigner sur l'extérieur, parfois ils sont envoyés par la préfecture en placement, par des différents moyens. Ils nous les envoient en placement et on a des services actuellement qui sont engorgés par des patients qui ne devraient pas être à l'hôpital, et du fait qu'ils restent à l'hôpital, on entre dans des cercles vicieux avec des isolements, des passages à l'acte, des troubles du comportement, et avec des réunions à la préfecture, on ne se sent pas vraiment, je dirais, toujours soutenu. Donc je pense qu'il y a une sorte de changement qui devrait s'opérer à tous les niveaux, je dirais, dans la société, pour que des personnes avec certains troubles du comportement et avec certains modes de vie qui sont parfois particuliers, avec une certaine excentricité parfois, puissent quand même vivre, je dirais, à l'extérieur avec notre appui et avec l'aide de la réhabilitation sociale et de tout notre réseau sur le secteur. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Et nous, on a l'impression d'être un lieu d'enfermement et qu'il y a des choses qui ne relèvent pas de la psychiatrie, on le fait remonter. Un petit truc qui peut nous aider, c'est déjà d'avoir des experts qui déclarent l'état des personnes compatibles avec la garde à vue ou qui les responsabilisent. Parce que plus les experts déresponsabilisent des patients, ce sont nos collègues, et donc il faut arriver à leur parler, plus ça nous encombre. Et moins c'est avantageux pour les patients, parce qu'en fait, on nous met des personnes qui n'ont rien à voir avec ceux dont on veut s'occuper. Donc je pense qu'on a aussi à montrer les limites de la psychiatrie très largement, autant que faire se peut. Mais je suis bien d'accord avec vous, c'est compliqué, ça se fait petit à petit, et si la loi changeait, l'organisation changeait, ce serait mieux. Je pense qu'il faut qu'on œuvre tous dans ce sens-là. Oui, bonjour, Mathie Baumard de Brive. Avant de s'attaquer à une réforme des soins sous contrainte qui ferait bouger beaucoup d'éléments différents et de domaines différents, je voulais vous demander, là, depuis que vous vous occupez d'un secteur complet comme ça, est-ce que vous identifiez des façons de faire avec les secteurs voisins je parle simplement de psychiatrie générale, hein, de soins hors contrainte pour diffuser les concepts, pour partager ça avec les secteurs qui sont autour du vôtre. Oui, nous, ça a été plus facile parce qu'en fait, le Vinatier s'est emparé de ça et on a fait des principes obligatoires. Donc, ils ont mis des équipes mobiles dans tous les secteurs. Il y a 3 secteurs de psychiatrie générale. Il y a 3 pôles qui étaient faits de petits secteurs qu'on a regroupés chacun dans son pôle. Moi, j'avais un secteur par arrondissement. J'en ai qu'un gros de 250 000 habitants sur les trois arrondissements dont je m'occupe, 3e, 6e, 8e à Lyon. Et pôle Est et pôle Ouest, c'est pareil. Ils ont tout regroupé. Ils ont 300 000, 350 000 habitants. Ils sont un peu plus gros que le mien. Et on leur a mis la même politique, la même organisation. Donc ça ne change pas dans l'organisation. Le Vinatier a mis le PSI obligatoire, donc ça ne change pas non plus. Mais là où ça change, c'est par exemple l'accueil des pères aidants. Ça, c'est difficile parce que les autres, ils n'ont pas vraiment adhéré, ils ne comprennent pas trop, ils n'ont pas vraiment envie. Et donc, ça n'a pas diffusé. Il n'y a que dans le pôle centre-rive-gauche qu'il y a beaucoup de pères aidants. C'est plutôt là que ça bloque un petit peu. Donc, la seule manière que je vois, c'est de montrer que ce qu'on fait, c'est bien et d'envoyer nos professionnels diffuser à côté. Donc, nous, voir les gens discuter, d'avoir des liens. Si on n'a pas de lien, si on ne travaille pas ensemble, ça ne va jamais bouger. Donc, pour moi, c'est vraiment comme ça une diffusion petit à petit.
Mais là, je voudrais vraiment, et c'est ce que j'avais dit à Émilie et que j'avais dit, je ne sais plus quand, à la réunion du réseau, je crois au mois de mai, que les centres de réhab, comme ils n'ont pas une capacité suffisante, ils se consacrent beaucoup à la diffusion de la réhab, dans ce que vous dites là. Donc en fait, on a créé aussi le mouvement Réhab pour tous pour trouver des idées. Parce que je pense que le simple fait de dire c'est bien ce qu'on fait, ça suffit pas. Donc en fait, j'aimerais qu'on trouve des choses qui soient un petit peu, je ne sais pas comment dire, didactiques, convaincantes, plaisantes pour diffuser. Donc je suis preneur d'idées parce que pour l'instant, on fait ce qu'on peut. On a mis en place le site du centre ressources, vous avez vu, il y a plein de choses dessus, avec plein d'exemples et tout, mais ça suffit pas parce que s'ils ne le regardent pas, ça sert à rien. Donc moi j'aimerais qu'on fasse quelque chose qui attire l'attention, mais je sais pas encore, je sais pas encore vraiment comment faire. Ça change, c'est sûr, mais ça change pas assez. Et pour aller vers plus de changements, je sais pas. On cherche encore des idées. On essaie de concevoir peut-être des occasions de rencontres qui sont autre chose que simplement des colloques, des congrès, le site web et tout ce qu'on fait déjà, quoi. Voilà, mais bientôt, c'est pas secret, hein, c'est juste que les réponses sont pas trouvées. Quand il y en aura, on les partagera. Ce sera tout sur le site du Centre Ressources. Et si vous avez des idées, venez, hein, on est preneur aussi de collaboration. D'autres questions dans la salle? Profitez-en, professeur Franquet. Il est avec nous. Je crois que je viens à Limoges au mois de juin prochain, donc on va peut-être se revoir. Je ne sais pas quelle occasion sera créée par le professeur Nubico, mais il me semble qu'on avait parlé de quelque chose comme ça. Donc on se verra en direct, viens vous voir. Français. Laissez Émilie clôturer. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour ce partage. C'était une journée très riche en échanges. Donc, ça permet de clôturer sur des ouvertures et des réflexions qu'il y a encore à avoir dans la continuité de ce qui se met en place. Merci beaucoup pour la connexion en visio, d'avoir été disponible pour nous. C'est chouette toujours. Et nous, on va terminer avec notre conclusion et notre discussion. Okay. À bientôt, alors au revoir. Merci beaucoup.